Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors pour le dernier épisode avant les vacances, je vous parle de maison d'édition, de féminisme, de lecture, de travail préparatoire, de backstory avec mon superbe accent anglais, de dialogue, de repli sur soi et d'ouverture sur le monde, de description, de relecture, de deadline, d'auto-édition, d'intrigue et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le lundi 12 juillet 2021, j'ai décidé que, comme je n'arrive pas à prendre du temps sur ma séance d'écriture du matin pour envoyer mon manuscrit en maison d'édition, de me dégager une autre plage horaire dans ma journée pour ce faire, parce que sinon, je vais jamais avancer là-dessus. Ma séance d'écriture, c'est vraiment une séance à laquelle je prends énormément de plaisir. Je n'ai pas du tout envie, je vais pas dire la gâcher, mais un petit peu quand même, avec l'envoi en maison d'édition, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve fastidieux, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Et c'est vraiment une contrainte pour moi, cet envoi en maison d'édition. Mais bon, voilà, c'est un peu un passage obligé, hein, si j'ai envie de me donner une chance d'être retenue quelque part. Donc voilà, ça sert à rien d'essayer de couper ma séance en deux. Généralement, je n'arrive pas à décrocher de ce que je suis en train de faire sur l'écriture pour aller à l'envoi en maison d'édition. Donc maintenant, ça va faire partie de mon planning d'organisation de ma journée, à part de ma séance d'écriture du matin. Comme ça, j'avance aussi un peu là-dessus. Alors je réfléchis pas mal aussi autour de ça. J'ai du mal à faire d'autres envois par courrier dans des grosses maisons d'édition parce que les chances d'être retenue dans une grosse maison d'édition sont tellement ténues que de prendre le risque d'envoyer mon manuscrit chez eux, d'investir là-dedans, parce que pour le coup c'est vraiment un réel investissement, hein, à raison de 30 € par envoi, c'est quand même pas rien. Du coup je restreins énormément mes envois par courrier. Et je n'en avais pas refait d'autres depuis JC Lattès et j'hésite grandement à en faire d'autres. Sauf qu'en même temps, je sais bien que tout ce qui est par mail ou par internet, pour la soumission de manuscrits, c'est là où ils reçoivent le plus de manuscrits, normal, puisqu'il n'y a pas besoin d'investir des sous pour pouvoir envoyer le texte. Donc ceux qui envoient à toutes les maisons d'édition, ils vont l'envoyer automatiquement à toutes celles pour lesquelles on peut soumettre son texte par internet. Alors que par courrier, je pense que ça réduit un petit peu les envois. Ça fait déjà un premier tri, quoi. Il n'y a que ceux qui pensent qu'ils ont vraiment une petite chance d'être publiés qui prennent le risque de faire cet investissement. Donc oui, je pense que ça serait important que j'envoie aussi quand même un peu par courrier. Mais bon, des fois je me dis, il faut peut-être mieux que je retravaille encore mon texte avant de l'envoyer par courrier. Parce que là, tel qu'il est aujourd'hui, peut-être qu'il n'a aucune chance d'être pris quelque part. Je suis en train d'écouter une interview des éditrices des éditions de l'Iconoclaste, toujours avec ces fameuses vidéos VLIL qui sont hyper intéressantes pour qui cherchent une maison d'édition parce qu'on apprend plein de choses. C'est dommage que je ne les ai pas découvertes avant parce que je pense que je me serais plus informée sur les différentes maisons d'édition qui existent. Et là, je pense que j'aurais changé mon mail d'accompagnement aux éditions de l'Iconoclaste si j'avais déjà écouter cet entretien. Bon, maintenant c'est trop tard, j'ai déjà envoyé mon texte là-bas, mais en tous les cas, entendre les éditrices parler, je me sens vraiment en adéquation avec cette maison. Enfin, à chaque fois je dis ça, mais là, j'aime beaucoup ce que les éditrices dégagent. Ce que je ressentais comme quoi elles accompagnaient vraiment leurs auteurs dans le travail éditorial, c'est vrai, elles en parlent. Il y a aussi un côté assez féministe. Alors, moi, je pense pas que mon livre soit féministe, mais il aborde quand même cette question. Moi, j'ai le sentiment, mais j'ai pas trop insisté là-dessus, que mon personnage découvre un peu le féminisme en Inde. Enfin, se découvre féministe en Inde. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, voilà, c'est un parcours de femme. C'est un parcours de femmes qui se confrontent à elles-mêmes pour la première fois. Donc ça, ce sont des thèmes qui leur parlent. Apparemment, Livre Maria de Julia Carninon, c'est un petit peu ce sujet-là qu'il aborde. Il faut absolument que je lise ce livre, il est toujours dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore entamé. Et puis aussi, ils ont envie de décliner un peu la littérature sous d'autres formes, d'autres formats, comme le podcast, le slam, la scène. Et du coup, ça pourrait aussi les intéresser, le fait que je fasse un podcast pour parler de mon écriture. J'aimerais beaucoup en fait pouvoir m'associer à une maison d'édition pour continuer à faire ce podcast et pour parler un petit peu de tout ce processus d'écriture, d'édition, etc. Mais bon, si ça se trouve, je rêve complètement. Ils reçoivent entre 10 et 15 manuscrits par jour depuis juillet 2020, donc bon...
pour arriver à passer entre les mailles du filet, ça va être compliqué, quoi. Autre chose aussi, c'est qu'ils aiment bien les œuvres un peu hybrides qui mélangent plusieurs formes. Enfin, ils ne cherchent pas forcément ça, mais bon, disons, ils ne sont pas contre. Et moi, finalement, mon roman, il mélange pas mal de formes, parce qu'il y a ces petites scénettes de Gauthul qui sont comme des bulles de poésie. Alors bon, je peux pas dire que ce soit vraiment de la poésie, parce que ça rime pas, alors bon, mais c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai voulu les écrire. Un peu onirique, en fait, plus que d'être de la poésie, c'est des petites bulles oniriques. Ensuite, il y a mes passages de journaux intimes, alors même s'ils sont très peu nombreux, beaucoup moins qu'au départ, et puis qui ressemblent plus du tout à des extraits de mon propre carnet de voyage, c'est vraiment totalement reconstitué. Et puis, il y a le récit plus classique, la forme narrative plus classique. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui peut leur plaire chez l'Iconoclaste. Mais ce qui me fait un peu halluciner, c'est qu'à entendre les éditrices parler, mais... je me dis, si je suis pas acceptée là-bas, mais je serai acceptée nulle part. Je me demande même si jamais je suis pas acceptée là-bas, quand j'aurai retravaillé mon manuscrit, s'il faut pas que je le réenvoie avec un autre titre, créant même une nouvelle adresse mail, ce genre de choses, pour quand même essayer de les atteindre d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. C'est depuis que j'ai lu La vraie vie d'Adeline Dieudonné que je m'intéresse à cette maison d'édition. Mais j'ai lu peu d'autres livres publiés chez eux. Parce que souvent, je ne choisis pas mes livres en fonction des maisons d'édition, tout simplement. Pour le moment, ces derniers temps, j'ai plutôt choisi en fonction du genre. Donc j'ai lu énormément de littérature blanche ces 3 dernières années, puisque ça faisait longtemps que je ne lisais plus que de la fantaisie avant de me mettre à écrire ce roman. Et je me suis dit que comme j'écrivais plutôt de la littérature générale, il fallait que je me remette à lire de la littérature générale. Et comment je choisis mes livres ? Pendant tout un temps, je me suis visionné toutes les émissions de la Grande Librairie, donc j'ai pioché pas mal de propositions de lecture dans cette émission. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes maisons d'édition quand même. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Adeline Dieudonné, que j'ai découvert Olivier Bourdeau. Avant, c'était ma mère qui me disait « Ah, j'adorais ce livre ». Je le lisais derrière, généralement j'aimais bien. Et après, j'ai lu de la fantaisie, donc là c'était plutôt moi avec mes potes... qui nous conseillions les uns les autres. Et de nouveau, quand je me suis remise à lire de la littérature blanche, j'ai plutôt été voir ailleurs pour pas lire les mêmes choses forcément que ma mère et aller plutôt vers des choses vers lesquelles je serais pas forcément allée de moi-même, quoi. Donc il suffisait qu'il y ait un petit truc qui m'interpelle, même si le sujet n'était pas forcément quelque chose qui me tentait, pour que j'aille voir de quoi il s'agissait. Et voilà, je suis un petit peu attentive à tous les livres qu'on peut me conseiller, soit parce que c'est un auteur indien, soit parce que ça se passe en Inde, soit parce que ça va aborder un aspect de mon roman, donc j'ai envie de savoir comment c'est développé dans ce livre. Par exemple, j'ai lu Germinal de Zola parce que c'était conseillé par ma professeure de français, qui me disait que c'était bien un petit peu d'axer mon roman sur l'univers tribal en Inde, parce que finalement, ce contexte que je décris dans mon livre, c'est un contexte qui peut intéresser parce qu'il est méconnu. Il y a beaucoup de livres qui se passent en Inde, mais de livres qui se passent en Inde tribale, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Donc voilà, j'ai lu Germinal dans ce sens-là, pour voir un peu comment on décrit comme ça tout le fonctionnement d'une société, la manière de vivre, comprendre un petit peu le côté réaliste des choses. J'ai lu aussi des prix littéraires pour savoir un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient reçu des prix. En fait, j'ai essayé de comprendre ce qui me plaisait dans un livre. J'ai lu pour plein de raisons différentes des livres très différents, des romans. Par contre, je me suis beaucoup attachée à lire des romans. Alors ça m'arrive de lire des essais, j'en lis toujours, mais bon, disons que comme je lis le soir, souvent les essais, c'est pas le soir que j'ai envie de les lire, quoi. Puis en plus, comme j'écris un roman, j'ai envie plutôt de lire du roman. C'est clair que c'est ce qui m'emporte le plus. Donc ouais, je suis pas allée forcément vers des histoires qui m'attiraient, je suis plus allée vers plein d'autres aspects. Je me suis pas trop concentrée sur les maisons d'édition, et ce qui fait que j'ai pas axé mes choix de lecture en fonction des maisons d'édition. Ce que je vais peut-être devoir faire maintenant, parce que par exemple, là j'ai Livre Maria de Julia Carninon dans ma bibliothèque. Je me dis, ça sert à rien que je lise maintenant, puisque j'ai déjà envoyé mon manuscrit aux éditions de l'Iconoclaste. Donc maintenant, c'est à eux de me faire un retour, quoi, si jamais ça vaut le coup ou pas. Enfin, je veux dire, le fait de lire Julia Carninon n'a plus vraiment d'urgence. Par contre, ce qui est urgent, c'est de lire des livres qui ont paru, par exemple, aux éditions Zulma, qui est une maison d'édition qu'on m'a conseillée et qui m'a l'air très très intéressante par rapport à mon livre. Et puis voilà, découvrir d'autres petites maisons d'édition, des maisons plus mineures que je ne connais pas bien, pour revoir un petit peu si je pourrais m'inscrire dans leur catalogue.
C'est un travail titanesque qui m'attend, surtout moi qui ne lis pas très vite. Je pense qu'en fait dans les grandes maisons d'édition, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale claire à part le genre dans lequel ils publient, quoi. Sinon, c'est un peu le tout venant, si c'est bien, ils publient. Il n'y a pas une histoire de goût, une histoire d'orientation, comme on peut sentir dans des maisons plus mineures en fait. Le mardi 13 juillet 2021. J'ai enfin réenvoyé mon manuscrit aux éditions Robert Laffont en suivant leur processus de dépôt en ligne. Donc c'est plus du tout à l'intention d'une de leurs éditrices, c'est hyper basique. Il y a une mini-biographie à mettre de moins de 500 signes, donc c'est vraiment hyper light. Je savais même pas quoi mettre tellement c'était restreint. Bon, après c'est 6 mois de délai. Bon, j'avoue, j'y crois pas trop, mais bon. Le mercredi 21 juillet 2021. Je m'enregistre très peu ici en ce moment parce que je n'ai pas grand chose à dire par rapport à l'écriture, vu que je suis toujours dans la même phase de travail pour l'essai comique et que je n'ai pas encore repris l'Inde de Suraj et que je n'ai pas non plus pris le temps, je n'ai pas eu le temps plutôt de l'envoyer à d'autres maisons d'édition. J'en ai une là en ligne de mire, les éditions Plomb, parce que je viens de lire un livre chez eux que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle « On ne meurt pas d'amour » de Géraldine Dalban Morenas, qui a reçu le prix du premier roman. Et moi qui adore les histoires d'amour ou les histoires de désir, où le désir est très bien retranscrit, c'est exactement ça, ce livre. C'est très simple à lire, c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler de la grande littérature, mais il y a vraiment une langue, il y a un style. On est pris dans le tourbillon du roman. C'est assez haletant en fait comme lecture, pas dans le mode thriller, mais dans le mode par rapport à cette histoire d'amour fusionnel et passionnel. Ce vertige amoureux, je dirais même. Voilà, quand je lisais Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour, il parle de vertige, là je pense qu'elle le décrit très très bien. Mais c'était pas du tout de ça dont je voulais vous parler ce matin. En fait, en faisant ce travail pour l'essai comique, ça m'amène à réfléchir à l'Inde de Suraj. Et je crois que là, c'est très clair quand même ce que j'ai envie de faire avec ce livre. Ça se dessine de plus en plus précisément. C'est dommage que je n'ai pas fait ce travail préparatoire pour l'Inde de Suraj, d'éclaircir mes idées avant de me lancer dans l'écriture. Je pense que c'est une manière d'avancer plus vite dans l'écriture, c'est d'avoir une idée très claire de ce qu'on a envie de faire. Et je n'ai pas pris ce temps, j'ai préféré écrire plutôt que de réfléchir. C'est souvent mon problème. Donc c'est ce qui fait que ça fait si longtemps que je travaille dessus. Et ce matin, je me suis dit que oui, non, en fait, j'ai une idée très précise du cheminement de mon personnage principal, mon personnage d'Olivia. Je sais exactement d'où elle part et où elle veut arriver. Et ça fait longtemps que je me rends compte de ça, que les personnages forts, ceux auxquels on s'attache, c'est ceux qui ont une backstory importante. Alors je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler par rapport à la backstory. Je sais pas s'il y a un mot français pour dire ça, mais en gros c'est tout ce qui est arrivé au personnage avant de le retrouver dans l'histoire. Et plus cette backstory est dense, plus le personnage peut être incarné, plus il est profond et plus il prend de l'importance et de l'ampleur. Et si dans mon livre, l'Inde de Suraj, Suraj est un personnage qui a cette densité parce que justement il y a une partie de l'intrigue qui est reliée au ressurgissement de son passé, donc ça se base sur sa backstory. C'est pas le cas pour Olivia. Olivia, on sait pas trop pourquoi elle est en Inde, qu'est-ce qu'elle fait là, quelles sont ses problématiques. Et ça, c'était un retour d'ailleurs que j'avais eu, un retour critique d'une de mes bêta-lectrices il y a très longtemps, qui me disait qu'on avait besoin d'en savoir un peu plus sur le passé d'Olivia, et j'avais essayé un peu de l'expliciter, et puis je trouvais que c'était surfait la manière dont je l'avais mis en place, et donc du coup je l'ai enlevé suite à différentes relectures, j'ai fini par enlever ces passages-là. Et en fait, je me demande si ça serait pas bien de l'instaurer dans des dialogues, dans le dialogue entre mes personnages, parce que justement, des fois, j'avais du mal à trouver de quoi ils allaient bien pouvoir parler. Et ils peuvent très bien... Olivia peut très bien révéler des pans de son passé avec ses dialogues. Il faut que j'ai une idée très claire de ce qui lui est arrivé avant de venir en Inde, et pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut faire, et vers où elle va. Je vais peut-être écrire du coup une fiche personnage, parce que comme c'est inspiré un peu de moi,
j'ai eu tendance à me dire c'est bon, je le connais mon personnage. Mais comme je l'ai fictionné, y a des choses qui correspondent plus à ce que je suis. Et donc du coup, il faut que je lui redonne une véritable place en tant que personnage à part entière et que je l'incarne dans un passé, un présent et un futur. Et ça, j'ai un peu de mal à le faire. Donc, une des prochaines étapes quand je vais reprendre l'Inde de Suraj, ça va être ça. Et je pense que quand je vais relire le texte la première fois, je vais vraiment le relire dans cette optique-là, avec l'idée très précise de mon fil rouge. Ce vers quoi Olivia tend et quels sont les obstacles qu'elle rencontre sur sa route. Ce qui fait qu'aussi, je me suis rendu compte que le début que j'ai supprimé, en fait au début Olivia arrive en Inde et j'avais écrit tout un pan de mon histoire où elle était toute seule, où elle essayait de se dépatouiller toute seule en Inde. Et ça je l'ai enlevé parce que tout le monde me disait que c'était pas à ce moment-là que l'histoire démarrait. Et c'est un peu vrai, c'est vrai que l'histoire démarre plutôt au moment où elle rencontre Suraj. Sauf que tous ces passages-là, ça permet d'appréhender plus entièrement qui est ce personnage. Et je me demande s'il faudrait pas que je la remette. C'est encore à réfléchir, hein. Je vais voir. Le jeudi 22 juillet 2021, je suis toujours en train de relire mes carnets pour l'essai comique. Et j'en suis début 2018, donc j'arrive bientôt au bout. Je vais peut-être pas lire jusqu'au bout parce que c'est pas très utile de lire ces dernières années ou ces derniers mois, mais je sais pas à quel moment je vais m'arrêter. On va voir un petit peu. Et en fait, fin 2017, début 2018, j'ai vraiment commencé sérieusement à faire une place à l'écriture dans ma vie. Et c'est incroyable parce que je trouve que l'écriture de mon journal s'en trouve améliorée. C'est beaucoup mieux écrit. À partir de ce moment-là, je note des petites phrases, ce que j'appelle les petites phrases bijoux, un peu de partout. Il y a plein d'images que je trouve employées à bon escient, qui s'imposent de manière un petit peu fulgurante. Non, je suis assez contente de moi. Une fois n'est pas coutume. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire un petit récapitulatif de mes démarrages avec l'Inde de Suraj. Donc dès que j'aurai terminé de relire tout mon journal, je vous reprendrai un petit peu les notes que j'ai prises par rapport à mon roman depuis le début, que vous voyez un petit peu, que vous puissiez voir un peu la progression qu'il y a eu par rapport à ce texte, comment j'ai réussi à faire entrer l'écriture dans ma vie de manière progressive, vraiment très progressive. Le dimanche 25 juillet 2021. J'ai presque terminé la relecture de mes carnets et je me demande quelle va être la suite du programme. J'hésite beaucoup. Est-ce que j'essaye d'écrire une trame sur ce que je viens de lire, mais je ne sais toujours pas si j'ai envie de faire une fiction ou une autofiction. Et j'ai l'impression que quand on hésite comme ça, c'est bien de faire une pause, de passer à autre chose, et ce sur quoi on se pose des questions finit par s'éclaircir au bout de quelques temps. Ou alors, je mets de côté tout ça et je reprends l'Inde de Suraj, puisqu'il est encore trop tôt pour me lancer dans cet autre projet d'écriture, qui est encore complètement en phase de réflexion. D'ailleurs, j'ai découvert quelque chose. Je viens de commencer à lire les passages où j'ai commencé à me lancer dans l'écriture de l'Inde de Suraj. Et c'est assez intéressant de voir comment les choses ont évolué. Je pensais que l'écriture était beaucoup un repli sur soi, mais en fait, d'après ce que je lis dans mes carnets, pas du tout. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Jusqu'à présent, j'étais très repliée sur moi et quand je commence à écrire l'Inde de Suraj, d'un coup, je m'ouvre sur le monde. Il y a beaucoup de scènes de description parce qu'en fait, je travaillais mes descriptions et donc il y a plusieurs passages où je raconte l'environnement dans lequel je me trouve, où je parle de ce que je sens, de ce que je vois, où j'essaye de mettre un peu en branle tous mes 5 sens pour vraiment m'entraîner aux descriptions. Je parle de mes lectures, des réflexions que ça m'inspire, des entretiens que j'écoute avec des auteurs. Et en fait, je suis plutôt en train de m'ouvrir sur le monde que me recentrer sur moi. Et l'écriture, c'est aussi ça. C'est pas juste un repli sur soi en allant s'isoler dans son antre, tout à sa solitude propice à la créativité, à la création littéraire. C'est aussi regarder le monde, essayer d'en tirer une réflexion, essayer de se nourrir de tout ce qui se passe autour de nous.
c'est une découverte. Et ça m'a donné envie de vous partager des passages de mon journal par rapport à l'écriture. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller vraiment jusqu'au bout de la lecture, en tous les cas jusqu'au moment où j'ai commencé à faire ce podcast, pour repérer tous les moments où je parle d'écriture et puis vous en lire des passages, parce que je pense que ça peut être intéressant déjà de voir comment je me suis lancée dans l'écriture de l'Inde de Soulage, quelles sont les phases par lesquelles je suis passée, quelle a été la progression jusqu'à ce que je commence à faire mon podcast, que vous ayez un petit peu l'historique de tout ça. Après, je vais voir, parce que je pense qu'il y a des réflexions et des moments qui peuvent être intéressants à partager avec vous. Le lundi 26 juillet 2021, je suis en train de monter un épisode de mon podcast, l'épisode 30, si vous voulez tout savoir, dans lequel je parle du processus créatif de Cécile Coulon, lorsqu'elle explique que elle, quand elle est en phase de préparation de son prochain roman, elle ne note rien en se disant que les bonnes idées sont celles qui restent. Et du coup, je vous parle de mon rapport à la mémoire qui est, en ce qui me concerne, plutôt défaillante. Et je me suis dit que si j'avais envie de tester ça, je peux très bien noter au cas où, je ne me rappelle pas, mais qu'une fois que je commence à écrire, ne pas relire mes notes. Comme ça, on verra bien ce qui reste de tout ça. Et puis si vraiment j'ai des grosses lacunes par rapport à ce que j'avais imaginé, pourquoi pas replonger dans mes notes. Donc imaginons si par exemple j'écris une espèce de trame à l'essai comique, une fois que j'aurai fini de relire tous mes journaux, je ne relis pas les notes que j'ai prises, j'essaie juste de faire ressortir, de mettre en avant certaines choses plus que d'autres par rapport à ce que j'ai envie de raconter. Déjà, pour pouvoir éclaircir ce prochain projet, je vais écrire plusieurs résumés, toutes les histoires qui pourraient en découler, pour vraiment comprendre clairement ce que je peux faire avec ça, quelles sont les différentes possibilités qui existent et voir vers lesquelles je me penche le plus. Imaginons, je décide de faire une série. Dans quel cadre je vais faire la série? Qu'est-ce que je peux raconter dans une série? Si je le fais sous forme de journal intime, qu'est-ce que je peux raconter dans ce cadre-là? Si je le fais sous forme de fiction pure, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Si je le fais dans un unitaire, si je le fais sous forme d'autobiographie ou d'autofiction, tout ça, je vais essayer vraiment de développer chaque projet, enfin de manière résumée évidemment, pour voir dans quelle direction je vais par rapport à ça et voir un petit peu ce qui se dessine et ce vers quoi je suis le plus attirée, pour essayer de démêler un petit peu tout ça, parce que pour l'instant c'est quand même très flou, hein. J'arrête pas de le répéter mais je le redis encore, et il n'y a que le temps qui va permettre d'éclaircir les choses. Pareil, je me pose la question si avant de reprendre la lecture de l'Inde de Soulage, il ne faudrait pas que je revienne carrément à la préparation de mon roman. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Écrire une note d'intention avant même de le relire pour voir si mon roman est bien écrit dans cette optique-là, s'il respecte bien l'intention de base que j'avais. Parce que je pense que si j'écris une note d'intention aujourd'hui, avant même de l'avoir relue, mon esprit sera beaucoup plus aiguisé et je vais plus vite aller dans la direction où je veux aller. Le mardi 27 juillet 2021. Je suis en train de relire le passage de mon journal lorsque j'étais en Inde en 2018, donc lors de mon dernier voyage, lorsque j'avais déjà commencé à écrire l'Inde de Soulage. J'étais allée là-bas pour travailler mes descriptions, qui manquaient un petit peu de corps et d'ampleur et de profondeur. Et donc, quand je suis là-bas, j'écris tout dans ses moindres détails, tout ce qu'on fait dans les journées, toutes les descriptions que je peux annoter. Enfin, je prends énormément de notes sur tout ce qui se passe, tout ce que je vois, tout ce que je sens. Et en fait, en relisant ces passages, je replonge dans mon voyage de manière assez fulgurante. Et je trouve ça très intéressant parce que là, du coup, j'ai vraiment l'impression de vivre l'Inde. Et je me dis qu'il faudrait vraiment que je m'inspire sur cette façon de faire pour écrire mon roman, pour que vraiment on s'immerge dans l'ambiance indienne. Qu'on y soit tout le temps. Lors de mes premiers voyages, j'ai pas beaucoup fait de description, j'étais beaucoup dans mon ressenti. Je décris beaucoup ce que je ressens, ce qui me traverse la tête, les réflexions que ça m'inspire, mais je suis très peu dans la description factuelle. Et
Là, lors de ce dernier voyage, je suis beaucoup dans la description factuelle et je m'appesantis très peu sur mon ressenti, puisque de toute façon, je suis plus dans la découverte de l'Inde, puisque ça fait déjà la 3e fois que j'y retourne. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que cette manière de faire permet de laisser toute la marge au lecteur de se faire sa propre impression, son propre avis. Et je pense qu'il faut que je fasse de cette façon lors de mon roman. C'est-à-dire que j'expose les faits, j'expose comment se passent les choses, mais que je laisse au lecteur en tirer les conclusions qu'il a envie d'en tirer. Ce qui permettrait de ne pas le prendre trop par la main et de lui laisser une certaine marge de manœuvre. Alors je ne sais pas du tout comment m'inspirer de ces pages-là pour l'Inde de Suraj, parce que j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je reste collée à mes carnets pour pouvoir écrire mon livre, parce que sinon je rentrais trop dans les détails et puis finalement je me perdais un peu. Mais par contre, il faut vraiment que je reprenne un peu cette façon de faire. Je trouve que c'est vachement plus intéressant. Là, on est vraiment plongé en immersion. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour l'Inde de Suraj. J'ai envie que le lecteur, quand il lise ce livre, il voyage en Inde avec mon personnage. Il soit dans la découverte de l'Inde avec elle. Le vendredi 30 juillet 2021. J'ai quasiment terminé la relecture de mon journal. Je suis arrivée en décembre 2019 et je compte m'arrêter à peu près en mai 2020. C'est à cette époque où j'ai commencé à faire ce podcast. Ça sert à rien que je relise jusqu'à aujourd'hui puisque de toute façon je n'aurai pas assez de recul pour parler de choses trop récentes. Bon, après, je peux être quand même tentée de poursuivre la lecture, donc on verra comment ça se passe, mais je pense que là, je suis en passe de terminer. Ce que je viens de lire, c'est mon voyage au Brésil, donc je n'ai pas du tout écrit sur l'Inde de Suraj quand j'étais au Brésil, mais dans les dernières notes que j'ai pu prendre à propos de mon livre, ça m'a donné des pistes de retravail pour quand je vais me remettre à l'Inde de Suraj. Et je suis en train de préparer le terrain pour la reprise de mon travail autour de ce texte. Comme j'en discutais hier avec mon ami journaliste, il faut que je donne un objectif à ma relecture. En fait, jusqu'à présent, j'ai fait des relectures sans avoir un objectif précis et je pense que je me suis un petit peu perdue là-dedans parce que du coup, je partais dans tous les sens et finalement, j'avançais pas beaucoup. Et là, je pense relire mon texte en gardant bien à l'esprit qu'il faut que je montre plutôt que j'explique. Donc vraiment avoir cette idée en tête et ne pas en décrocher, ne pas me perdre dans d'autres paramètres, tout ça. Il faut vraiment que je stratégise mon écriture pour perdre le moins de temps possible parce que en fait, je suis en train de me fixer une deadline pour ce roman. Je me dis que si en juin 2022, je n'ai encore trouvé aucune maison d'édition, eh ben, il faut que je l'auto-édite pour passer au projet suivant. Donc ça me laisse un petit peu moins d'1 an, mais presque, pour terminer ce livre. Enfin, beaucoup moins même, parce que si jamais je passe à l'auto-édition, il faut que mon livre soit terminé en janvier 2022. Enfin, en décembre 2021, en fait. Donc là, en gros, on va dire que je vais m'y remettre à partir de septembre. Donc j'ai septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'ai 4 mois pour terminer l'écriture de l'Inde de Suraj. Après, je l'envoie en maison d'édition. Et si je suis refusée partout, je passe à l'auto-édition. L'idéal, ça serait que je ne cherche même pas à le retravailler et que directement, je l'auto-édite avec la version finale dont je dispose. Je pense que le fait de l'envoyer en maison d'édition, j'attends de la part d'un éditeur qui m'aide à retravailler mon texte. Et je ne suis donc pas allée jusqu'au bout de ce que j'étais capable de faire toute seule pour l'amener à son meilleur état. Si je pars dans l'optique de me dire je vais l'auto-publier, le résultat final ne dépend que de moi et donc je serai obligée de faire quelque chose de qualitatif selon mes critères, sans attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre, notamment d'un éditeur qui me fasse aller au-delà de moi-même. Là, je vais devoir me dépasser toute seule. Et c'est peut-être pas plus mal, finalement, d'avoir cette optique en tête. Alors, si je l'auto-édite, par contre, le but, ce n'est pas de faire un succès phénoménal. Je ne pense pas que je vais mettre au point une stratégie de communication autour de la sortie de mon roman. C'est juste pour le donner à lire au grand public, à qui veut le lire,
qu'il ne reste pas dans un tiroir et que je puisse passer sereinement au projet suivant. Parce que j'ai l'impression que s'il était refusé dans toutes les maisons d'édition et que je ne l'amenais pas à la publication par quelque moyen que ce soit, ça va me laisser un goût d'inachevé qui m'empêchera de passer au projet suivant. J'aurai toujours l'impression qu'il faut que je le retravaille pour arriver à un meilleur résultat. Au départ, quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'ai tout de suite pensé à l'auto-édition. Même si j'ai beaucoup tergiversé à ce propos depuis quelque temps, et que je me suis même dit à un moment que non, j'avais pas du tout envie de faire de l'auto-édition. Aujourd'hui, je change mon fusil d'épaule. Je me dis que non, en fait, j'ai quand même envie qu'il soit publié, peu importe par quel moyen. Et si c'est de l'auto-édition, je serai un peu déçue, mais ça sera comme ça. Ça sera de l'auto-édition, et puis tant pis. Et puis j'essaierai de faire mieux avec le prochain texte pour vraiment retenir l'attention d'une maison d'édition. Je suis en train d'écouter un nouveau podcast que je viens juste de découvrir. Je vous mettrai les références dans la description de l'épisode. Et là, c'est un entretien avec Franck Tilliez, où il explique un petit peu sa manière de créer des histoires. Et je viens de prendre conscience d'une chose par rapport à l'Inde de Suraj, c'est que j'ai pas essayé d'abord de construire une intrigue et de l'implanter dans le contexte de l'Inde. Je me suis d'abord appuyée sur le contexte de l'Inde pour développer une intrigue. C'est ce qui fait qu'en fait j'ai eu autant de mal à la construction de mon histoire. Donc il faudrait vraiment en fait que je reprenne mon intrigue indépendamment du contexte pour voir si elle tient la route telle qu'elle, sans le contexte, et ensuite insérer le contexte autour. Je pense qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc il faut, à mon avis, avant de reprendre la lecture de l'Inde de Suraj, comme je le disais tout à l'heure, que je travaille sur mon roman en amont, avec justement ce recul de près de 2 mois que je vais avoir de mon texte sur lequel je n'ai pas travaillé durant tout ce temps. Ça me paraît quand même hallucinant de découvrir ça maintenant, comme si en fait je revenais à la base. Voilà, qu'il faut d'abord construire son intrigue avant de l'implanter dans un contexte. Mais oui, parce qu'à la base, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Moi, j'avais plutôt envie de parler de ma découverte de l'Inde. Et j'ai pris l'excuse d'une intrigue, mais en fait, c'est un mauvais point de départ, je pense. Par exemple, si je reprends le livre « Le cœur des femmes » de Martin Winkler, c'est un peu ce qu'il a fait aussi. Et du coup, l'intrigue, même si elle est intéressante et même si c'est ce qui fait qu'on est quand même un petit peu porté pour savoir où est-ce qu'on va, quelque part, elle m'apparaît assez superflue à la fin. Je me dis même qu'on n'en a presque pas besoin. Comme si elle avait été greffée au sujet sur lequel il avait envie de parler et que finalement ça apportait une couche assez superficielle et qu'il est parti de ce dont il avait envie de parler pour créer son intrigue et non pas l'inverse. J'aime faire de longues sessions d'écriture comme c'est arrivé ce matin. J'ai écrit un peu plus de... Enfin, je suis restée plongée dans mon projet d'écriture plutôt, on va dire, parce que c'est pas vraiment de l'écriture à part entière. Je suis toujours en phase de recherche, de réflexion autour de mon prochain projet d'écriture ou d'écriture en général. Et là, je suis restée plongée là-dedans pendant plus de 4 heures. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ce dont j'ai besoin pour vraiment me remettre le pied à l'étrier. En dessous de ce temps-là, j'ai pas vraiment le temps. J'ai l'impression juste d'effleurer la bordure des choses, la lisière des choses et de pas développer mon truc, quoi. Après, j'ai besoin d'écrire tous les jours pour garder le fil, mais en fait, j'ai vraiment besoin de grosses sessions d'écriture. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas compatible avec une vie professionnelle dense. Donc voilà, j'essaye de mettre ces séances un peu comme je peux, le week-end, le vendredi quand je travaille pas, ce genre de choses. Donc là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et ça fait un bien fou. Là, j'ai vraiment l'impression d'être revenue dans mon livre, notamment par rapport à l'Inde de Suraj dont je suis en train de préparer la reprise. Et vous saurez donc si j'ai bien repris le travail autour de l'Inde de Suraj à la rentrée. L'écriture d'un roman prend une petite pause estivale de quelques semaines avant de vous proposer de nouveaux épisodes dès septembre. Je n'ai pas encore la date exacte en tête, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram, où je vous invite d'ailleurs à me suivre, @AureliaHorner. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'été et d'excellentes vacances pour ceux qui n'en ont pas encore profité. Bon courage pour la reprise pour les autres. Un immense merci pour votre écoute et à très bientôt.